Avec nous pour en parler, Tatiana Kastueva-Jean. Merci d'être avec nous. Bonjour. Alors vous êtes politologue, responsable du Centre Russie Nouveaux États indépendants de l'IFRI, qui est l'Institut français des relations internationales. Et tout à l'heure, nous espérons être en direct, en liaison depuis la Russie avec notre correspondant Alban Mikosi. Alors, les relations franco-russes, c'est un peu je t'aime moi non plus. On pourrait dire, pour faire un mauvais jeu de mots, ce sont des vraies montagnes russes, les relations franco-russes. Parlons de l'actualité. La guerre en Ukraine empêche pour l'instant, on le sait, la livraison des 2 navires français, des navires de guerre Mistral à la Russie. Vous pensez que la France finira par livrer ces fameux bateaux de guerre? C'est une question très complexe. Moi, depuis le début, je dis que c'est un héritage assez lourd que Nicolas Sarkozy a laissé. Oui, parce qu'il faut préciser que le contrat a été signé en 2010. Tout à fait. Et donc, c'est un héritage qui a géré par François Hollande. Et en vérité, quel que soit le choix, la France, elle est perdante dans cette affaire. Ouais. Elle va perdre de sa réputation, quoi qu'il en soit. Mais c'est pas les mêmes parcelles, si vous voulez, de la réputation. Si elle livre, il y a les engagements dans le cadre de l'OTAN et les partenaires de l'OTAN ne seront pas contents parce qu'on peut pas à la fois livrer les Mistral et être crédible pour les garanties de réassurance qu'on donne à la Pologne et aux pays baltes. Si on ne livre pas, c'est la réputation économique et commerciale qui est engagée, comme disent les militaires. Ouais. La France n'aura plus de parole. Donc la décision est très complexe à prendre. Oui, donc vous ne pouvez pas nous dire aujourd'hui dans quel sens ça devrait aller, logiquement. À court terme, ça ne se fera pas parce que c'est conditionné au respect des accords de Minsk et on voit bien à quel point cessez-le-feu en Ukraine et donc c'est extrêmement difficile de les faire avancer. D'ailleurs, c'est la suite devait avoir lieu aujourd'hui et pour l'instant, il n'y a pas eu de. Alors je vais poser ma question autrement. Est-ce que c'est un moyen de pression dont la France dispose contre la Russie? Autrement dit, est-ce que le fait de ne pas livrer les Mistral à la Russie peut faire réfléchir Poutine? En quelque sorte, mais c'est aussi un argument que peut utiliser la Russie pour faire pression sur la France. On voyait bien que ces derniers temps, le dossier de Mistral avait bien paralysé les relations franco-russes, tout tournait autour. Alors je disais des relations souvent complexes, mais souvent privilégiées entre la France et la Russie. On a vu encore dernièrement François Hollande qui, revenant du Kazakhstan, s'est arrêté à Moscou pour avoir cet entretien impromptu dont on voit les images avec Vladimir Poutine. C'était samedi dernier. Où en sont les relations entre la France et la Russie? Sur une échelle de 1 à 10, vous mettriez le curseur où? C'est le curseur qui bouge aujourd'hui, qui tourne autour du 5, je dirais. Oui. En fait, avec cette visite impromptue, comme vous l'avez dit, je pense que François Hollande a cherché à atteindre 3 objectifs. D'une part, c'est de ne pas laisser la Russie s'enfermer dans son discours de confrontation à un niveau très élevé, parce que c'est une visite qui a lieu au lendemain du discours à la nation de Vladimir Poutine, et on voit bien qu'il maintient un niveau très tendu, très élevé de la confrontation. Oui, c'est un petit peu l'équivalent du discours sur l'état de l'Union d'Obama aux États-Unis, exactement, avec tout le gratin de l'État russe et l'Église. Exactement. Et deuxième objectif, je pense, c'est de rééquilibrer en quelque sorte les relations au sein de l'Union européenne avec l'Allemagne, qui a clairement assumé le leadership sur le dossier ukrainien à l'égard de la Russie et qui se trouve sur une position aujourd'hui beaucoup plus ferme que la France. Donc la France, elle a sa carte de jouer pour revenir dans ce jeu autour de la crise ukrainienne. Et troisièmement, c'est de ne pas laisser les relations exclusivement contaminées par le dossier de Mistral. Et dans ce cadre-là, quand vous entendez le président Poutine dire que le dossier de Mistral n'a pas été traité dans le cadre de cette rencontre, ce n'est pas surprenant. Oui. Alors vous venez d'évoquer l'Allemagne. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est vrai, je vous pose la question, est-ce qu'aujourd'hui l'interlocuteur privilégié de la Russie en Europe, est-ce que c'est pas plutôt l'Allemagne que la France? Les Russes disaient pendant un long moment, pendant la période post-soviétique, que pour parler de l'économie, on parlait avec l'Allemagne et pour parler de la politique, on parle avec la France. La France, les Russes sont encore marqués par cette politique un peu indépendante de la France pendant la guerre froide. C'est un peu l'héritage de Gaulle. l'OTAN, exactement, vis-à-vis de l'OTAN et vis-à-vis des États-Unis. Donc la Russie aime bien jouer sur cette carte-là de l'indépendance française. Quelles sont les raisons de ces relations privilégiées? Si on remonte dans l'histoire, la France était proche de la Russie tsariste. Il y a De Gaulle qui a joué cette politique de la troisième voie en fait entre l'Occident, la Russie et les États-Unis. Pourquoi la France a toujours eu ces relations particulières privilégiées avec la Russie?
Si vous remontez dans l'histoire, c'est vraiment depuis le mariage d'Anne de Kiev et d'Henri Ier au XIe siècle. Ouais. Mais plus proche de nous. Et beaucoup plus proche de nous. C'est ce que je disais juste avant, c'est cette politique indépendante que la France a pu jouer à l'époque de la guerre froide. D'accord. L'entente, la détente et la coopération. Et donc là, la Russie, elle pense toujours trouver en France un interlocuteur très attentif à ses préoccupations. Et aussi une certaine dose d'anti-américanisme en France, qui n'est pas pour déplaire à Moscou. Il y a beaucoup de forces très pro-russes en France, et que ce soit parmi les parlementaires, parmi les militaires, certains partis politiques. Et c'est vrai qu'il y a un certain fond. Les points communs, j'ai envie de dire, c'est la préservation de la souveraineté nationale, c'est l'anti-américanisme, anti-globalisme et un côté anti-Union européenne. Et donc, la Russie rallie aujourd'hui toutes ces forces qui partagent ces opinions-là dans les pays européens. Alors, je me tourne vers la régie pour savoir si nous avons Alban Mikosi. On n'a pas Alban Mikosi, on va continuer avec vous, donc Tatiana Castoué-Vajan. La Russie aujourd'hui, vous aviez dit donc des relations, disons, tièdes entre la Russie et la France. Au niveau européen, est-ce qu'il y a une politique européenne russe ? On dit souvent que il manque cruellement d'une politique européenne vis-à-vis de la Russie. Est-ce qu'à votre avis, aujourd'hui, la politique européenne de la Russie, c'est l'Allemagne plus la France ? Pour faire les choses comme ça. Peut-être la Pologne aussi. C'est les deux premiers. C'est le tandem, en fait, meneur dans le jeu vis-à-vis de la Russie. Et vous avez un autre groupe de pays qui sont sur une ligne opposée. Ce sont les pays baltes et la Pologne qui ont toujours attiré l'attention de l'Union européenne sur le danger russe, en quelque sorte. Oui, les pays baltes et la Pologne, évidemment, qui ont des raisons aussi historiques. Exactement, qui sont très marqués par l'histoire. Que les pays baltes ont été partie prenante intégrante de l'URSS jusqu'en 91. Est-ce qu'elles ont aujourd'hui, par exemple, justement, les pays baltes, est-ce qu'elles ont raison d'avoir peur de la Russie, de Vladimir Poutine? Le problème, c'est que la crise ukrainienne donne l'impression de leur donner raison, en quelque sorte. Vous m'avez posé la question sur est-ce qu'il y a une politique européenne vis-à-vis de la Russie. Moi, je pense qu'il n'y en a pas, qu'il y a vraiment les intérêts nationaux de tous les pays sont très très divergents sur le sujet. Si vous prenez par exemple un dossier très sensible, qui est la dépendance énergétique des pays européens vis-à-vis de l'Europe, cette dépendance énergétique, elle est très différente. Ouais. La France, elle est dépendante à 15% du gaz russe. L'Allemagne, c'est à plus de 30%. Mais vous avez 6 pays dans l'Union européenne qui sont dépendants à 100%. Par exemple, la Bulgarie ou la Roumanie. Exactement. Ouais. Donc c'est très très difficile d'avoir une politique commune. Les sensibilités ne sont pas les mêmes. Il y a des pays qui sont plus tournés, leur priorité, c'est plus le sud de l'Europe, et puis d'autres, dont le chef, c'est l'Allemagne, la priorité, c'est les pays de l'Est. Donc la question énergétique, elle est centrale dans les relations entre l'Europe et la Russie, ça c'est sûr. Absolument. L'interdépendance énergétique, en fait, c'est depuis l'Union soviétique, depuis tous les pipelines qui ont été construits, etc. Et donc aujourd'hui, nous sommes en plein bouleversement de cela, parce que la Russie se tourne vers la Chine, l'Europe réfléchit à son indépendance gazière par rapport à la Russie. Donc il y a des bases qui étaient constructives et positives qui sont en train d'être détruites dans cette relation-là. C'était vraiment le fondement qui les portait. Comment est-ce qu'on pourrait qualifier le régime actuel de Moscou, le régime actuel en Russie? C'est un régime nationaliste, dur, libéral d'un point de vue économique. Comment on pourrait le définir? C'est un régime où on disait pendant un moment que c'était sur le plan politique une autocratie et plutôt libérale sur le plan économique, mais avec Vladimir Poutine, on voit bien le retour de l'État dans l'économie, la présence des grandes compagnies énergétiques, la renationalisation du secteur énergétique. Donc je parlerai aujourd'hui d'une autocratie tout simplement, et qui se durcit en fait à la suite de la crise ukrainienne. Toutes les tendances qui étaient déjà présentes depuis un moment se cristallise dans la crise ukrainienne et se renforce. Quand on parle de la Russie, on dit souvent que les Russes se sentent comme un peuple, un État assiégé, entouré d'ennemis. Est-ce que ça reste vrai et est-ce que c'est une constante dans la politique étrangère de la Russie? Avant, je disais que ce n'était pas vrai et que la Russie était un pays qui est extrêmement ouvert sur le monde. C'est le 4e pays pour l'accueil des investissements étrangers. C'est aussi le 4e pays investisseur dans le monde. Et donc, plus 50% de son commerce se fait avec l'Union européenne, par exemple. Mais aujourd'hui, dans le discours en interne adressé à la population, il y a ce syndrome de forteresse assiégée cultivé où la Russie serait entourée par des ennemis qui
cherche à la restreindre dans ses frontières, etc. Tandis que la Russie, elle a quand même cet héritage impérial. Elle a aussi 25 millions de Russes qui sont restés au-delà de ses frontières à la disparition de l'URSS. Dont certains d'ailleurs dans les pays baltes. Exactement. Et donc, elle estime qu'elle a le droit de les protéger, ces populations-là, au-delà de la frontière. Et s'il faut, avec les armes à main. Voilà, et c'est un sentiment qu'on pourrait dire que Vladimir Poutine exploite politiquement. Absolument, pour consolider son électorat et pour bien asseoir son régime. Un dernier mot sur la différence de perception en Russie entre Nicolas Sarkozy et François Hollande. Est-ce que François Hollande est perçu plus comme un ami de la Russie ou c'était plus... On sait qu'il y a eu la guerre en Géorgie en 2008 quand Nicolas Sarkozy était au pouvoir, où il a d'une certaine manière empêché l'avancée des troupes russes jusqu'à Tbilissi. Est-ce qu'aujourd'hui François Hollande est plus, disons, compatible avec le régime russe? Non, c'est pas tout à fait ça en fait. Les Russes ont toujours estimé qu'il était beaucoup plus simple de travailler avec la droite qu'avec la gauche, qui était beaucoup plus portée sur les droits de l'homme, etc. Ouais. Et Nicolas Sarkozy, en fait, il a quand même joué le rôle d'intermédiaire dans la crise géorgienne, et je pense que c'est un rôle que les Russes ont beaucoup apprécié. Et d'ailleurs, la conclusion du contrat de Mistral, c'est l'une des conséquences de ce rôle de médiation de la France. Que François Hollande doit maintenant assumer au nom de la France. Absolument. Merci beaucoup d'avoir été avec nous pour un petit peu faire le point sur les relations entre la France et la Russie, justement au moment où la France va devoir livrer ou pas, d'ailleurs on verra, ces deux navires Mistral à la Russie. Merci Tatiana Kastueva-Jean. Merci beaucoup. À vous.